Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une lecture de Papus. J'ai cherché un petit peu dans ma collection et j'en ai trouvé un qui pouvait un petit peu changer les choses. Je sais. Je vous ai dit que je vous ferai le tarot des bohémiens, je vais vous le faire. C'est juste que ça nécessite énormément de montage parce qu'on a beaucoup de croquis. Donc je vais juste patienter un petit peu parce que c'est vraiment un temps à consacrer à ce livre-là, on l'aura un petit peu plus tard. Mais en attendant, voici une autre œuvre de Papus que je trouve assez sympathique au départ. Donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne, sachez qu'il s'agit d'une lecture commentée. Je découpe au fur et à mesure. Je vais faire moins de traitement parce que je me suis aperçue que le nettoyage me prenait quasiment autant de temps que les lectures. Donc pardonnez-moi s'il y aura un petit peu plus de clics, un petit peu plus de respiration, mais je préfère vous consacrer ce temps pour d'autres lectures. Donc voilà, je vous remercie pour vos commentaires comme d'habitude. Pour les habitués, merci de votre présence également. Et pour les nouveaux, si vous souhaitez d'autres contenus de ce type, pensez bien à vous abonner tout simplement. Encore une fois, je découvre aussi la lecture avec vous, je fais mes commentaires, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas tout simplement. Je ne détiens pas forcément la vérité. Et souvent aussi, il m'arrive d'avoir comme vous l'entendez parfois, une première lecture, un premier jugement ou une première réflexion et qui au final change au long de la lecture ou tout simplement même au bout de quelques jours. L'essentiel, c'est le partage. Donc, vous pouvez commenter également, ça fait plaisir aussi à d'autres ou d'autres qui se questionnent. Donc, c'est parti, on y va. La magie et l'hypnose recueillent de faits et d'expériences justifiant et prouvant les enseignements de l'occultisme par Papus. Donc là, je précise aussi que je suis bien sur l'original. Donc le livre a été justement édité en 1897 et on va démarrer par la préface. Donc je ne sais pas si je vais vous faire une ou deux vidéos en fonction de la longueur, on verra. J'ai essayé de vous prendre un livre un peu plus court, sachant que bien sûr j'ai bien l'intention à un moment donné de partir sur les dogmes magiques un petit peu plus poussés de Papus, tout ce qui est livre d'occultisme un petit peu plus poussé, mais ça comme je vous l'ai dit, on verra un tout petit peu plus tard. Pour l'instant, je fais plutôt des livres abordables par tous. Préface. Plein de fois en leur mission, les savants contemporains ont voulu jeter à bas tout l'antique édifice des philosophies et des traditions en criant « Plus de théories métaphysiques !» de la critique et des faits. Bien sûr, on est encore plus positionné sur des choses qui sont concrètes que juste sur des suppositions. Minutieusement, avec un labeur ininterrompu de génération en génération, ils interrogèrent la nature vivante dans tous ses domaines. La matière leur manifesta les secrets de la vie, qu'elle supporte et qu'elle manifeste, comme le ressort de montre manifeste l'élasticité qui est son âme cachée. La vie à son tour leur dévoila son moteur secret, son principe et sa fin. Dieu éternellement vivant et éternellement aimant dans la nature, l'esprit immortel présent dans l'homme incarné. Alors, un grand trouble envahit les savants constitués en académie. Les uns, rares ô combien, eurent le courage d'étudier les faits de l'esprit, comme ils auraient étudié ceux de la lumière. Les autres, aveuglés par l'orgueil et gonflés de suffisance, voulurent imposer les bornes aux possibilités de la nature et diviser les faits en faits dignes d'être observés par eux, et sérieux, et faits indignes de leur observation et négligeables, comme si quelque chose était négligeable dans la vérité. Or, ces vieilles idées touchant la magie, les êtres spirituels, les atmosphères psychiques invisibles et les actions à distance, ces idées enseignées depuis plus de 30 siècles dans les sanctuaires d'Égypte, on espérait ne plus jamais en entendre parler et on comptait les voir relégués dans les oubliettes de l'histoire en compagnie des sciences occultes. Alors il faut que je vous dise les amis que comme je suis sur un exemplaire original, j'ai parfois, là en plus c'est écrit en italique, mais parfois on a des problèmes de contraste par rapport à la vieillesse de l'original justement. Donc des fois je lutte un peu. Donc là j'espère que ça va vite revenir droit, normalement ce sera après la préface.
La découverte de l'hypnotisme semblait devoir décourager à jamais les défenseurs du monde invisible en mettant tous les faits étranges sur le compte de l'auto, altéro ou pseudo-suggestion. La sacro-sainte suggestion qui explique aux sceptiques de tout poil et de toute race les religions en même temps que les miracles, les héros aussi bien que les saints. Mais horreur, la suggestion, l'hypnotisme ouvre tout grand la porte aux expériences de l'extériorisation de la sensibilité et de la motricité, et de là à la magie dans toutes ses sections. C'était bien la peine de tant se donner de mal pour asseoir scientifiquement la négation de l'esprit immortel et de Dieu. On les retrouve tous deux au tournant de la route et, bien qu'on les injurie et qu'on les nie encore par coquetterie, avant 20 ans ils auront tous deux reconquis leur droit de cité. Alors on verra que l'Éternel n'eut pas de meilleur prêtre que ces savants qui l'interrogeaient, en croyant se passer de lui et qui lui enlevaient le mérite de ses œuvres dans l'espoir d'inventer les lois immuables de l'infini. Si ces recherches se terminent par la réconciliation de la science du cœur et de celle du cerveau, le siècle ne fait vraiment pas mauvaise figure dans l'histoire. Que les clergés perdent leur cléricalisme sectaire pour devenir des corps aussi savants que religieux, que les académies perdent leur aveuglement sectaire concernant tout ce qui touche au monde des esprits et des âmes, et deviennent des centres aussi religieux que savants, que l'homme digne de ce nom découvre par la souffrance et l'humilité cette voie droite dans le milieu du philosophe chinois, aussi éloigné de Voltaire que de Loyola, mais en combattant et n'injuriant personne. Alors le mariage du Sauveur et de l'Esprit se rapproche. L'humanité sortira triomphante de sa voie douloureuse. Et les sages prendront en science la richesse la plus enviable de toutes, la seule qui survit à toutes les défaillances, la paix du cœur. Alors, sachant que, aujourd'hui on est en 2025, je vous laisse établir votre propre constat. Avant-propos. Donc là, la préface, elle est de lui, elle n'est pas signée par quelqu'un d'autre. Avant-propos. Le rôle de l'occultiste est bien plus philosophique qu'expérimental. Les expériences servent à démontrer la réalité des théories de la science ésotérique et n'ont pas d'autre but. Voilà pourquoi jusqu'ici, nous n'avions pas voulu publier de recueil de faits, laissant ce soin aux savants qui ont étudié la partie expérimentale de l'occulte. Or, tous ceux qui ont suivi le fait occulte pas à pas, et d'une manière scientifique, en sont arrivés à constater la vérité des affirmations de l'occulte concernant le corps astral, les images astrales, l'extériorisation de la force neuronique, et bientôt l'action des élémentaires et des élémentales sera aussi nette que les actions des autres principes étudiés par l'occultisme. L'occultisme, en effet, est avant tout scientifique et réduit à sa juste valeur la part du sentimentalisme qui fait faire de si grosses erreurs lorsqu'il s'agit de sciences pures. Alors c'est vrai que on avait des différences entre ésotérisme et occultisme, on disait l'occultisme c'est plutôt la partie sorcellerie, ce genre de choses, l'ésotérisme c'est plutôt l'étude, mais vous voyez là il parle encore d'autre chose. Donc il dit bien que l'occultisme ici c'est aussi très scientifique. Bon, après, je pense qu'avec le temps, ça passe. Hein. C'est comme le mot esprit, en fonction de qui vous lisez, le mot esprit aura pas la même signification, que ce soit des textes de certaines sociétés secrètes, que ce soit des textes d'occultistes tout court, ou alors que ce soit des textes de telle ou telle religion. On continue. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir les termes traditionnels de l'occulte, corps astral, plan astral, image astrale, adoptés par tous les chercheurs consciencieux qui s'intéressent à ces phénomènes. Nos lecteurs nous demandent depuis longtemps un volume contenant un très grand nombre de faits encadrés, de peu de théories, à côté de nos autres ouvrages qui contiennent beaucoup de théories encadrées d'un petit nombre de faits.
Je me demande vraiment ce qu'il va nous écrire. Telle est l'origine du présent travail, dans lequel notre part personnelle est forcément très réduite, mais qui sera, nous en sommes persuadés, très utile à tous ceux qui veulent se rendre compte de la manière dont l'hypnose et la télépathie se rattachent à l'occultisme et à la magie. Et oui, on l'avait vu, signé Papus, mars 96. Alors pas 1996, mais 1896. Et c'est vrai, vous vous souvenez, dans le livre de la chance bonne ou mauvaise, ceux qui ont écouté la vidéo, on parle déjà de la relation entre vraiment l'esprit, la psyché, surtout entre la psyché et l'action qu'on souhaite avoir dans sa vie. Donc là, la magie et l'hypnose, je pense qu'on va être un peu sur le même type de sujet. J'ai tenu à vous faire ce livre, je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, c'est une période pas facile pour tout le monde. C'est simplement pour vous dire que si à un moment ou un autre, ce livre pourra peut-être nous donner quelques clés pour reprendre un peu les commandes. Parce qu'il y a souvent ce que l'âme subit, mais il peut y avoir également sa prise de contrôle. Qui tient les rênes, qui décide. Et je pense que dans ce livre, comme La chance bonne ou mauvaise, on l'avait un petit peu, dans ce livre, on aura un petit peu plus de clés pour quelqu'un qui démarre, de manière à pouvoir prendre un petit peu le contrôle sur sa vie. Voilà, avoir un petit peu plus de décision. Bien sûr, on va pas dans les traités d'occultisme, ça ce sera un niveau au-dessus, ce sera un petit peu plus tard sur la chaîne, comme je l'avais déjà expliqué pour ceux qui me suivent. D'ailleurs, plus de contenu, pensez à vous abonner, on continue sur ce flux, et surtout, si vous voulez des livres spécifiques, je réponds toujours, je vous dis pourquoi je peux ou je peux pas, ou si je les mets de côté ou pas, et rappelez-moi aussi s'il y en a que j'ai oublié, il faudrait que je republie, parce que je reçois aussi des mails, et on voit ça. On voit ce qui peut être fait. Je sais, je dois finir Blavatsky aussi, mais Blavatsky, le temps de le finir, ça, on y sera encore l'année prochaine. Mais on va bientôt finir là. Eliphas Lévy, c'est bon. Je voudrais quand même attaquer aussi Stanislas de Gaïta. Allez, on y va. Introduction générale. Chapitre 1er. L'homme astral. Première partie. Donc paragraphe 1. Le corps invisible de l'homme. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire, Gérard ? Il est presque impossible de comprendre les rapports de la magie et de l'hypnose si l'on ne connaît pas, au moins d'une façon générale, les théories de l'occultisme concernant la constitution de l'homme. Nos lecteurs habituels connaissent déjà les enseignements traditionnels à ce sujet, mais il est nécessaire de rappeler certains points importants pour permettre à tout lecteur de saisir le caractère des expériences que nous allons relater. Voyez, lui aussi, il fait ses petites annotations. Lui aussi, il dit ce qu'il pense. Et il vous fait un petit clin d'œil au passage. Prenez-le comme ça, il n'y a pas de temps qui nous sépare. Lorsqu'il écrit, il met une intention et cette intention, elle est captée maintenant. Donc c'est comme si, d'une certaine façon, on rentrait en relation avec lui. Il y a une différence immédiatement perceptible entre un cadavre et un homme vivant. Il y a aussi une différence sensible entre un crétin des Alpes et un homme en pleine possession de toutes ses facultés intellectuelles. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on dit crétin des Alpes ? Alors, on m'a dit un petit quelque chose à ce sujet. C'est tout simplement parce que le sel, c'était pas le même, c'était du sel de terre. Et a priori, quand on consomme du sel de terre, on perd l'iode. Enfin, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Et au niveau des Alpes, on mettait beaucoup plus de temps à ramener le sel, c'était beaucoup plus cher parce que entre le ramener de la mer, donc il y avait plutôt du sel de terre, mais ça contenait pas, je crois, de l'iode. Je peux vous dire n'importe quoi, il y a des choses, j'ai pas, je vous le dis parce que je m'en souviens. Et c'était au niveau des facultés mentales, ça altérait un tout petit peu le côté cérébral. Et c'est pour ça qu'on appelait certaines personnes crétins des Alpes parce que c'était souvent proche des montagnes et éloigné de la mer. Donc j'avais vu cette histoire. Si vous en avez une autre, partagez. Et si je me trompe, on reviendra dessus. Mais c'était aussi cette histoire, c'est pour ça qu'il y avait ça. Et vous voyez déjà à cette époque, il en parlait. Donc il y a aussi une différence sensible entre un crétin des Alpes et un homme en pleine possession de toutes ses facultés intellectuelles. Aussi, l'occultisme a-t-il toujours enseigné à travers les âges que l'être humain
était composé de 3 principes. Le corps physique ou le cadavre, bon la biologie quoi, hein, la vie ou médiateur plastique. Alors ça, médiateur plastique, il met entre parenthèses le corps astral, qui anime chacune des cellules du corps physique, et enfin l'esprit, immortel, se manifestant par l'intelligence et la volonté. Donc voilà, ça encore, c'est des choses qui peuvent être interprétées différemment selon les courants. Mais bon, on a tous compris de quoi il s'agissait. Et ici, il nous faut revenir encore sur une question primordiale. L'existence d'un principe intermédiaire entre l'esprit immortel et le corps physique est-elle une réalité ou une hypothèse philosophique ? Bon, alors on a un petit souci. C'est que les travaux du docteur Charbonnier en 2007 ou en 2017 ont établi, ça y est, l'existence de l'âme. Donc maintenant, c'est plus une question. C'est plus une théorie. C'est comme les ovnis aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire que... Enfin, on n'a plus le droit. C'est techniquement prouvé, on peut plus dire que ça n'existe pas. Après, d'où ça vient, ça c'est encore autre chose. Mais les UAP, maintenant, comme ça s'appelle, c'est pareil, c'est établi et... ça veut pas dire forcément E.T. ou quoi que ce soit, hein. Il n'y a pas d'établissement ni de biologie, ni de vous savez, de corps extraterrestres. Mais par contre, en tout cas aujourd'hui, c'est établi. Mais on va voir ce qu'il nous raconte, parce qu'il va quand même déposer sa thèse. Les philosophes et les métaphysiciens au chapitre médiateur plastique de leur dictionnaire annoncent gravement qu'admettre l'existence d'un principe intermédiaire entre l'âme et le corps, c'est reculer la faculté et non la résoudre. À cela, il n'y a qu'un petit malheur, c'est qu'il existe des organes physiques destinés à entretenir la vie sans que la conscience ait à s'en occuper le moins du monde, et que les plus subtils raisonnements philosophiques ne parviendront jamais à détruire les fonctions du nerf grand sympathique. Oui, c'est comme les sorties astrales, même si la personne est dehors, le corps y continue à respirer. Quand je dors, mon âme n'agit pas sur moi et ne se manifeste pas à ma conscience, sauf dans les illogismes du rêve, et cependant cela n'empêche pas mon cœur de battre et mon estomac de digérer. Vous voyez, on parle un peu de la même chose. Sauf là, il parle des rêves, mais bon, dans les rêves, on peut faire des sorties. Souvent, on en fait, on s'en rappelle plus. Faut-il admettre avec certains philosophes que mon esprit immortel se livre lui-même à la douceur de la fabrication des excrétions organiques? Si quelques raisonneurs voulaient soutenir une telle absurdité, l'anatomie et la physiologie se chargeraient de le remettre sur la voie de la logique en lui montrant, la première, que les muscles à fibres lisses existent et, la seconde, que les fonctions de la vie végétative sont indépendants presque entièrement des actes de la conscience. Comment se rendre compte des phénomènes de l'hypnotisme si l'on ne possède pas quelques données, même élémentaires de physiologie? Or, ces données que nous avons développées de notre mieux dans notre traité élémentaire de magie pratique, puis celui-là, faudra vraiment qu'on le fasse. J'attends, encore une fois, c'est qu'on a des choses en cours, c'est-à-dire qu'il y a Eliphas Lévy en cours, il y a le voile d'Isis, et on a aussi le corpus, donc, et je manque de temps, les amis, mais j'aimerais trop vous faire ça. À chaque fois que je les lis, je me dis, ah, ça je voudrais le lire, ah, ça je voudrais le lire. Puis un traité sur les pierres aussi, que je voudrais vous lire aussi. On va essayer de faire au mieux. Là, j'ai pris pareil un livre un peu plus petit, qui est un peu plus court, mais vous savez très bien que le traité élémentaire de pratique magique, de magie pratique, celui-ci va être long, et en fonction de ce qu'il y a dedans, on verra si ce sera en accès libre ou pas. Mais en tout cas, rassurez-vous, je vais quand même vous faire beaucoup de livres en accès libre. C'est juste que il y en a certains en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Si c'est un peu trop touchy, je l'ai déjà expliqué, je vous les mettrai plutôt en espace membre. Alors, on continue. Donc, hors ces données que nous avons développées de notre mieux dans notre traité élémentaire de magie pratique, nous allons les résumer aussi succinctement que possible en quelques pages. Vous voyez, vous allez avoir un avant-goût. Laissant de côté les fonctions de réparation et d'entretien du corps physique auquel préside cet inconscient, ce corps astral, ce médiateur plastique, comme on voudra l'appeler, nous allons nous occuper uniquement ici des fonctions psychologiques. Les sensations que nous recevons du monde extérieur sont accompagnées d'appétit, d'impulsions, de passions qui viennent de nous-mêmes. Nous pouvons aller à ces appétits et à ces impulsions
ou nous pouvons empêcher cet entraînement. De là notre liberté. Si vous entendez des petits bruits, c'est le chat qui se lave. Voilà. Il y a en nous un être impulsif passionnel qui, dès qu'il a un désir, une envie, pousse tout l'organisme vers la satisfaction de cette envie. Et il y a un être raisonnant, libre, qui peut arrêter ses impulsions ou s'y laisser aller à son gré. Donc c'est le cas par exemple pour les addictions, cigarettes, alcool, chocolat. J'ai une collègue qui dit toujours que c'est la meilleure chose de l'incarnation, le chocolat. Fabre d'Olivet, que nous considérons comme le plus éminent des psychologues modernes, a représenté ces impulsions par des roues engrenées les unes aux autres. Suivons cette voie et représentons cet animal qui est en nous, cet être impulsif, par une roue engrainée sur d'autres petites roues qui entraînent les bras et les jambes. Et oui, qu'est-ce qui fait que l'action va arriver? Nous aurons ainsi une image frappante des faits réels. La roue centrale, une fois mise en mouvement par un appétit ou un désir, entraînera les membres vers la satisfaction de cet appétit. Comment représenterons-nous dans ce cas la volonté libre de l'homme? Par un frein quelconque agissant sur cette roue et pouvant soit arrêter la roue, soit la laisser tourner. Deux mains tenant la roue en un point quelconque représenteront parfaitement ce frein. Cette image très simple indiquera donc clairement ce que nous voulons dire. Il est temps maintenant de revenir à des considérations scientifiques. Cherchons quelques détails au sujet de l'action possible de l'esprit immortel sur le corps physique au moyen de cet intermédiaire dont nous avons parlé. Le corps physique est l'instrument d'action sur lequel peut opérer l'esprit, mais l'esprit n'agit pas directement sur les cellules de l'organisme qu'il veut mettre en mouvement. L'esprit utilise à cet effet une force spéciale qui est la force nerveuse. Arrêtons-nous avant d'aller plus loin et donnons quelques images pour bien faire comprendre notre affirmation. Quand je veux toucher une note d'un piano, c'est mon cerveau qui est l'instrument de ce vouloir, et pourtant ce n'est pas lui qui va accomplir l'action indiquée. C'est le bras obéissant à l'impulsion du cerveau qui va se lever et permettre à la main de toucher la note demandée. Dans ce cas, le cerveau est l'image de l'esprit et le piano est l'image du corps physique. Entre le cerveau et le piano, il y a le bras. De même qu'entre l'esprit et le corps physique, il y a la force nerveuse. Dans les deux cas, bras ou force nerveuse sont des instruments d'action. Si mon bras est paralysé, c'est-à-dire si la force nerveuse ne réunit plus ce bras au cerveau, est-ce que cela veut dire que la volonté d'agir sur le piano est détruite? Non, n'est-ce pas? Eh bien, si pour une cause quelconque, l'esprit n'a plus à sa disposition de force nerveuse, il ne peut plus agir sur le corps physique. Cela veut-il dire que cet esprit n'existe pas? Personne ne le supportera et cependant, voilà un des principaux arguments invoqués par le matérialisme pour nier l'existence de l'esprit mortel. On confond l'opérateur et ses outils et on applique à l'opérateur les accidents arrivés uniquement à son outillage. Veut-on une autre image d'un ordre différent? Ce télégraphiste qui envoie une dépêche représente l'esprit. L'appareil reçoit la dépêche, représente le corps physique et le courant électrique qui réunit le télégraphiste et l'appareil récepteur représente le médiateur plastique ou corps astral. C'est toujours en confondant le courant électrique et avec le télégraphiste que les matérialistes vont chercher des arguments. Nous jugeons inutile d'insister davantage. Nos lecteurs auront ainsi l'importance et l'action de cette force nerveuse intermédiaire psychologique entre l'esprit et le corps. C'est à elle que certains auteurs ont donné le nom d'âme, disant que l'homme est composé d'esprit, d'âme et de corps. Spiritus, anima et corpus de saint Paul. Cette force nerveuse a donc une importance considérable puisque c'est elle qui fait tout marcher dans l'organisme et c'est en agissant sur elle que l'esprit arrête net les impulsions de l'être passionnel,
de l'animal qui est en chacun de nous. Mais pour cela, il faut un exercice, il faut l'habitude d'étudier ses passions et de leur résister, et beaucoup d'êtres humains ayant totalement perdu cette habitude ont rompu volontairement les relations de leur esprit avec l'être impulsif et subissent passivement les impulsions qu'ils enregistrent et auxquelles ils ne résistent jamais. Ce ne sont plus que des moitiés d'hommes dont ils n'ont souvent que le nom. Mais il ne faut pas croire que l'action de l'esprit se borne uniquement à arrêter les entraînements de l'être impulsif. À côté de cette fonction, purement passive, l'esprit en est une foule d'autres dont une est surtout capitale. C'est la faculté de faire exécuter ses idées par l'organisme, ou plutôt de plier l'organisme à l'exécution d'une idée fermement arrêtée. Cela s'exécute comme toujours par l'intermédiaire de la force nerveuse. Par exemple, mon esprit conçoit l'image d'un triangle et veut réaliser cette image sur le plan physique, c'est-à-dire la rendre matérielle d'idéal qu'elle est. Alors, c'est-à-dire la rendre matérielle d'idéal qu'elle est. Aussitôt, mon esprit présente cette image au corps astral, la force nerveuse se met en mouvement et va actionner les cellules de la main pour leur faire reproduire au moyen d'un crayon l'image qui est dans le cerveau. Dans ce cas, c'est l'esprit lui-même qui a mis en action les membres pour réaliser une de ses idées. Ce cas est bien différent de celui où l'organisme ayant faim, la main est poussée vers un étalage de boulanger. Mais l'esprit, sachant qu'il va s'agir d'un vol, arrête net le mouvement du bras. Ces deux exemples nous semblent éclairer assez bien les deux cas. Nous n'entrerons pas davantage dans l'analyse de ce phénomène qui soulèverait d'importantes questions accessoires, entre parenthèses, morale, responsabilité, etc. L'idée a une action toute spéciale sur l'être impulsif et peut le mettre en mouvement aussi bien que la sensation et, chose bien digne de remarque, l'esprit n'a pas à intervenir toujours dans la réalisation d'une idée. L'être impulsif, dressé par l'habitude comme on dresse un animal, a le pouvoir de mettre mécaniquement, presque, les membres en action pour réaliser cette idée. Faut-il un exemple entre 100 ? Une ménagère qui tricote, en faisant la causette avec ses voisines, répond au cas actuel. Qu'est-ce qui dirige les doigts ? Qu'est-ce qui leur fait exécuter un dessin figuré par les mailles du tricot ? Est-ce l'esprit ? Pas le moins du monde, puisqu'il est occupé à rassembler les idées sur les points des voisines, sur les potins des voisines. Qu'est-ce donc alors ? C'est ce que la philosophie contemporaine appelle l'inconscient. Ce que nous appelons l'être impulsif ou le corps astral est ce que les médecins appellent les mouvements réflexes. On peut lui donner une foule de noms, mais il n'en est pas moins vrai que cela existe et existe bien positivement, et que cela n'est ni l'esprit ni le cadavre. Après, appelez-le comme vous voudrez, pourvu que vous ayez bien compris son action. Cet être impulsif a une intelligence personnelle qui lui permet d'exécuter une épreuve matérielle d'après un modèle donné d'une idée. Et ici, la physiologie va nous fournir de précieuses indications. De même que cet être impulsif faisait marcher les doigts de la ménagère pour lui faire assembler la laine d'après un dessin jadis appris et imposé par l'esprit, de même, cet être impulsif construit et répare l'organisme d'après une forme type établie d'avance et sans que l'esprit ait à intervenir. Bon là, c'est ce qu'on explique aujourd'hui, hein. C'est comme quand vous roulez en voiture, c'est la même chose. Pour les personnes qui roulent depuis longtemps. Et c'est justement, j'avais vu une étude là-dessus, par rapport à quelqu'un qui passe son permis et quelqu'un qui roule depuis longtemps, le mouvement devient mécanique et dévie du conscient à l'inconscient. Je me suis écorché le bout du doigt et j'ai détruit une foule de ces fines ciselures caractéristiques des phalangettes. Oh punaise! Ah là là, le pauvre! Des fois on lit ces trucs, non mais là je me dis, j'imagine le gars en train de...
Enfin, le gars, c'est quand même Gérard Ancos, on va, on va peut-être pas critiquer. Est-ce que mon esprit va s'occuper de cette réparation? On sait bien que non. C'est mon être impulsif, mon corps astral, qui va silencieusement refaire une à une ces petites ciselures, dans leur dessin primitif. Il refait ainsi chaque morceau de moi-même d'après le modèle type que la nature lui a une fois fourni. Et c'est là ce qui explique comment nous gardons, ou à peu près, la même physionomie, alors qu'en moins de 6 ans, toutes les cellules de notre corps ont été détruites et remplacées plusieurs fois. Le corps astral est là, qui accomplit sans fracas sa patiente besogne et qui modèle le corps physique d'après le type déterminé par la nature. Nous avons déjà consacré plusieurs chapitres de notre traité élémentaire de magie pratique à cette action et nous n'y reviendrons pas. Qu'on se souvienne seulement de cette faculté qu'a le corps astral d'exécuter passivement l'idée. On voit ainsi le double aspect sous lequel se présente à nous le corps astral. C'est-à-dire que mécaniquement, il va aussi réparer le corps. Par l'inconscient, mais par le reste aussi. Premièrement, en bas, dans ses relations avec le corps physique, il fait sa petite cuisine, transforme les aliments et va apporter le chyle dans le sang. Chyle assiste à l'oxydation du globule sanguin par l'air et à son électrisation par le fluide solaire, puis va reporter consciemment le sang receleur de matière et de force aux cellules qui en ont besoin. Là, il nous met une des gravures du livre. Je vous la mets. Ok, c'est bon. Donc on va reprendre la suite du texte. Il met en réserve dans le ganglion lymphatique la matière non utilisée, dans le ganglion sympathique la forme non utilisée, pour constituer la réserve de cette précieuse force nerveuse qu'il met à la disposition de l'esprit. Si l'organisme est attaqué, c'est encore lui qui le défend de son mieux, amenant au point menacé les réserves des cellules embryonnaires chargées de manger les microbes. Enfin, c'est un travail de femme d'intérieur auquel l'esprit n'a rien à voir et le corps astral s'en acquitte de son mieux. Voilà pour le bas. Deuxièmement, mais ce corps astral est aussi en relation avec les membres et les organes à fibres striées qui sont du domaine direct de l'esprit. En bas, le corps astral était le maître, ici il devient le serviteur. S'il a besoin d'aliments, et qu'il pousse les jambes et les bras pour aller en chercher, et si l'esprit ne juge pas le moment encore venu, toute l'impulsion est arrêtée par un coup sec, imprimé à la force nerveuse par la volonté de l'esprit qui a toutes les libertés. Même dans certains cas, celle de se suicider en se laissant mourir de faim. Le corps astral a beau réclamer de la nourriture, l'esprit ne lui en donne pas parce qu'il a le pouvoir de résister à toutes les incitations de l'être impulsif quand il le veut. D'autre part, l'esprit n'a qu'à formuler un jugement, à fixer l'idée qu'il faut réaliser et aussitôt, le corps astral se mettra en mouvement, consacrant tous ses efforts à obéir dans la mesure de ses moyens au Maître Tout-Puissant. Mais encore une fois, pour que tout cela se produise, il faut que l'esprit ait à sa disposition de la force nerveuse, c'est-à-dire que tout marche physiologiquement. Voyons ce qui se produit dans les cas où il manque un des facteurs de l'harmonie, dans le cas d'une marche pathologique. Je sors d'une longue maladie, je suis en convalescence. Que fait mon corps astral? Il met les bouchées doubles et emploie toute la matière et toute la force disponible à faire de nouvelles cellules pour remplacer celles que la maladie a emportées ou détériorées. Dans ce cas, il ne reste plus assez de force nerveuse pour permettre à l'esprit d'agir activement. Ce qui fait que mes facultés intellectuelles sont faibles, non pas parce que l'âme n'existe pas, entre parenthèses argument matérialiste, mais bien parce que mon esprit n'a pas à sa disposition la force nerveuse nécessaire pour transmettre ses idées au corps physique. C'est le courant électrique, ce n'est pas le télégraphiste qui est faible.
Autre exemple, j'ai beaucoup travaillé tout le jour, j'ai soumis mon cerveau à tout mon système nerveux, à un travail considérable. Que va-t-il arriver ? À la fin de la journée, mon esprit n'a plus assez de force nerveuse. Il cesse peu à peu ses rapports avec mon corps, je me sens fatiguée et je m'endors. C'est-à-dire que mon esprit laisse la place libre au corps astral. Celui-ci, profitant du sommeil, va vite refabriquer la force nerveuse usée, refaire les cellules nerveuses détruites, et comme la force nerveuse sera en quantité suffisante, mon esprit entrera de nouveau en contact avec mon corps. Je reprendrai conscience de mon corps, je m'éveillerai, frais et dispo, prêt à de nouvelles dépenses de force nerveuse. Comprenez bien cela, et vous verrez comme les arguments dits physiologiques des matérialistes sembleront ridicules et mesquins. Alors, j'ai aussi une petite chose à dire là-dessus, c'est que parfois vous avez des gens qui dorment et qui cicatrisent sur une plaie ou autre très 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 vite. Donc ça peut aussi venir du fait que le corps n'est pas fatigué aussi. Ça aussi, il y a la force astrale bien évidemment, mais forcément quelqu'un qui sera beaucoup plus fatigué, qui aura aussi une énergie beaucoup plus basse, beaucoup plus pompée dans le sens où il sera affaibli, va moins bien se reconstituer, alors que quelqu'un qui va être plutôt dans une vie paisible, dans un environnement où il peut bien se reposer et se poser, moins de soucis, ce genre de choses, forcément on va avoir plus d'esprit vital, enfin plus de force vitale, et forcément le corps va pouvoir se régénérer plus vite. Voilà. Paragraphe 2. L'hypnose, la suggestion. On y vient les amis. Bon, j'espère qu'il va pas que... Bon, après ça va pour l'instant encore. Ce que j'aime bien avec Papus, c'est que c'est facile à lire. J'aurais bien voulu refaire un texte très technique de Piob sur la magie. Le problème, lui, c'est sa façon d'écrire, quoi. C'est impossible à lire, quoi. Enfin, c'est vraiment une plaie. Bon, on y retourne. L'hypnose, la suggestion. Un fait des plus curieux, c'est que le corps astral obéira toujours à l'idée, quelle que soit l'origine réelle de cette idée. Voilà ce que les anciens connaissaient bien et qui formait une section de la magie. Voilà ce que les contemporains viennent de décrire grâce au phénomène de l'hypnose. Examinons ces phénomènes. Je prends un être humain impressionnable, c'est-à-dire chez qui la force nerveuse est douée d'une grande faculté de déplacement, et par un procédé quelconque, entre parenthèses procédé d'hypnotisation, je brise subtilement les rapports entre la force nerveuse et l'esprit. Aussitôt, les yeux se ferment et le regard devient fixe. L'esprit n'est plus en rapport avec le corps physique. Je dis que mon sujet est hypnotisé. Vous avez la même chose aussi dans la street, lorsque on vous fait compter sur les doigts et d'un coup on vous fait oublier un chiffre. Ça fonctionne aussi. Vous êtes incapable de compter un des chiffres dans la série. Si par des procédés appropriés, j'amène ce sujet à me parler ou à m'entendre, ce n'est plus que l'être impulsif, que l'intelligence du corps astral qui est devant moi. Alors ce n'est plus que l'être impulsif que d'intelligence du corps astral qui est devant moi. Ok, ce n'est plus, pas plus. Ok. Attendez, il va dire la suite. C'est la roue des impulsions sans le frein de la raison. C'est une machine et non pas un être humain. C'est alors moi qui deviens l'esprit de ce sujet et son corps astral réalisera mes idées et exécutera mes ordres aussi passivement qu'il réalisait les idées et exécutait les ordres de l'esprit qui dirige son propre corps. Voilà la clé de ce qu'on appelle la suggestion. Ok. Vous savez souvent ce que je pense moi des mémoires, que pour moi c'est quelque chose sur laquelle je travaille beaucoup. Il y a quand même une petite chose qu'on est en train de se dire, c'est qu'on arrive dans un monde, on n'a plus nos mémoires de qui on est, où on va. En tout cas ça c'est pour la majorité, et ou très peu. Je parle pas d'une histoire de vie antérieure. Vie antérieure, de toute façon, ces mêmes joueurs rejouent une fois. Donc ça, finalement, est-ce qu'on a vraiment d'intérêt là-dessus? Je sais pas trop. Mais, enfin, avec le temps, j'ai eu une période aussi où j'étais très sur ce sujet, mais c'était il y a très longtemps, et aujourd'hui, je pense autrement. Bon.
Le fait est, c'est qu'on oublie nos mémoires, et en plus, on est dans un monde où la suggestion mentale, elle est partout. Partout. Donc déjà, on sait plus qui on n'a plus de facultés, et en plus, on a une reprogrammation, parce que là, on parle très clairement de prise en main sur le cerveau. Donc, on va dire, on bypass très clairement, hein, on bypass l'âme, hop, et on prend la main. Donc ça, c'est un petit peu complexe, et j'avoue qu'on a vraiment l'impression de jouer sur un terrain où les dés sont pipés, hein, quand même. La partie est pas facile. Allez, on y retourne. On ne saurait trop insister ici à des exemples, et des exemples me paraissent nécessaires. Bon, après aujourd'hui on connaît les techniques d'hypnose, à l'époque ils n'avaient pas la télé, voilà, même si c'est interdit aujourd'hui, hein, après, comment vous allez pouvoir le vérifier ça? Mais une image, sur le nombre d'images en une seconde, on en place une avec un message, on a exactement la même chose au niveau de la musique, au niveau des dessins cachés dans d'autres dessins, enfin voilà, je vous fais pas un dessin justement, vous savez de quoi on parle. On ne saurait trop insister ici, et des exemples me paraissent nécessaires. J'ai comparé jadis l'être humain à un équipage dont le cocher représente l'esprit. Le cheval représente le corps astral et la voiture représente le corps physique. Le cheval obéira à celui qui tiendra les rênes, enfin les guides, hein, ils disent eux, et si l'on attache les bras du cocher et qu'un autre prenne... Voilà, si on attache les bras du cocher et qu'un autre prenne les guides, donc les rênes, cet autre conduira la voiture où bon lui semblera, sans que le cocher puisse être rendu responsable. Vous voyez ce que je veux vous dire? Qui tient les rênes aujourd'hui? Si en plus on n'arrive pas à retrouver qui joue la partie, et qu'en plus dans cette partie-là, il y a encore un autre joueur, la partie est piratée, bonjour quoi. Voilà l'image des transformations produites par la suggestion. Donc l'idée, les amis, de ce livre, on en vient. C'est pourquoi j'ai voulu vous lire ça. C'est justement, on va peut-être avoir quelques données pour reprendre les rênes. C'est-à-dire que on pourra peut-être nous remplacer nous-mêmes et reprendre les rênes. Voilà, parce que la suggestion c'est une chose, mais on a aussi l'autosuggestion. Donc reprenons les commandes du vaisseau. L'idée venue de l'extérieur agit d'autant plus fortement que l'esprit a moins d'action sur l'être impulsif et peut moins arrêter ses emportements. Aussi, tous ceux qui veulent augmenter la puissance des sensations ou des idées venues de l'extérieur sur leur sensibilité brisent-ils peu à peu les rapports entre l'esprit et le corps physique en dispersant leurs forces nerveuses. L'alcool, l'opium et ses dérivés, le hashish, brisent de même que les procédés de l'hypnotisme, l'harmonie psychique, et prédisposeront à cette dispersion des forces nerveuses, soit pour le bien, soit pour le mal. Et oui, c'est quelqu'un qui reprend les commandes, voilà, ou autre chose. Bon, c'est sûr que le reste, ce qu'il a décrit au-dessus, ça aide pas. L'entraînement magique a pour but, au contraire, d'augmenter au maximum la puissance et le contrôle de l'esprit sur l'être impulsif. C'est important. Pour ceux qui sont déjà de la partie, pas n'importe quoi, on est bien d'accord. L'entraînement, je parle aussi aux alchimistes, l'entraînement magique a pour but au contraire d'augmenter au maximum la puissance et le contrôle de l'esprit sur l'être impulsif. Certaines formes de magie, et j'inclus aussi l'alchimie. Pour moi, c'est une forme de magie. Un sujet hypnotisé disperse sa force nerveuse, ça c'est clair. C'est pour ça que là, il faudra faire attention. C'est là encore un point de doctrine connu des anciens et qui vient d'être expérimentalement retrouvé par M. de Rochas, ainsi que nous le verrons par la suite. Lui, on en entend souvent parler dans tout ce qui est somnambulisme et tout ce qui est manifestation psychique. Monsieur de Rochas, hein, on va le retrouver, ceux qui me suivent, vous l'avez déjà entendu, vous l'avez déjà entendu, surtout sur les articles de revue du vendredi. Somnambulisme, on est d'accord, hein, c'est état modifié de conscience pour eux. Hein. Je le répète souvent, mais c'est vraiment, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Enfin, ça l'est aussi, mais à l'époque, c'est une transe. Voilà. Une suggestion donnée pendant le sommeil peut se manifester après le réveil du sujet. Mais alors, cette suggestion détermine un mouvement de l'être impulsif dont l'esprit ignore l'origine, mais qu'il peut arrêter s'il en a l'habitude. C'est-à-dire que vous pouvez reprendre le contrôle.
Les personnes habituées à suivre passivement toutes leurs impulsions ne chercheront pas davantage à résister à une impulsion hypnotique qu'à un désir quelconque de l'état de veille. Mais les personnes volontaires habituées à dominer leurs entraînements résisteront parfaitement à une impulsion hypnotique et s'évanouiront plutôt que d'accomplir suggestions qui déplaient à leur conscience. Nous en avons eu plusieurs exemples frappants dans le cours de notre carrière médicale. Alors ça c'est... Oui, faut pas oublier que Papus, donc Gérard Ancos, c'était avant tout un médecin. Il avait d'ailleurs une clinique à la fin et il a même fait une école avec des remèdes naturels et des techniques aussi psychiatriques très intéressantes. Alors, petite chose aussi, là il vient de dire quelque chose de capital les amis. La discipline que vous avez envers vous-même, soit des formes de rituels personnels, des méditations, ce genre de choses. On peut se laisser aller, on lâche les vannes, on y va, mais la force que vous allez entretenir en vous-même par rapport à votre propre discipline personnelle, alors bien sûr il y a des moments où il faut savoir lâcher, mais ça va quand même vous aider à être plus fort mentalement, à avoir aussi des codes, et même si ces codes peuvent changer au fur et à mesure de votre évolution, mais ça va permettre justement de garder la tête froide et de garder une forme de contrôle, surtout dans la société actuelle. Donc la discipline, c'est des formes de résistance par rapport effectivement à des envies, des addictions, ce genre de choses, ou simplement mettre des limites, des limites, ça peut être ça peut être autant sur le chocolat, le sucre, les écrans, l'alcool, la cigarette, ce genre de choses, des choses qui sont pas forcément très bonnes pour vous voulez pas forcément stopper, mais en tout cas mettre un cadre. Et même, c'est pas pour rien que les enfants, on met des cadres, aujourd'hui c'est un peu différent, mais si, quand même. Voilà. Et puis sinon, vous avez vu, il vous a soufflé une petite technique d'induction. Lorsque vous êtes au lit avec votre compagnon ou votre compagne, votre amoureux, votre amoureuse, vous pouvez souffler des petits mots doux, comme ça le réveil sera doux également. Alors on continue. Quoi qu'il en soit, le sujet hypnotisé est un précieux instrument d'investigation dont nous allons nous servir pour explorer le domaine de la magie, ou plutôt quelques sections de ce domaine. Nous n'avons d'autre but que de poser des questions à résoudre et de formuler des hypothèses. Nous attendrons ensuite, avec confiance, le jugement du temps, pour justifier, sinon nos expériences, du moins les immuables théories de la tradition qu'elles ont la prétention d'éclairer. Paragraphe 3. Comment produit-on l'hypnose? État superficiel, entre parenthèses. Toute excitation anormale d'un des centres impulsifs produit la rupture des rapports qui unissent l'être impulsif à l'homme de volonté. De là, l'existence de certains états psychiques qui se manifestent dans l'être humain et aussi dans les animaux, états qu'on a classés sous le nom général hypnotisme et de magnétisme. Cette phrase, les amis, ça fait 3 fois que je la réenregistre. J'arrive toujours pas à comprendre. Elle est un petit peu mal fichue. De là, l'existence de certains états psychiques qui se manifestent dans l'être humain et aussi dans les animaux, états qu'on a classés sous le nom, général d'hypnotisme et de magnétisme, pardon. C'est maintenant que je la relis avec vous que ça va mieux. Ça doit être comme vous m'écoutez, vous m'envoyez des formes d'ondes, et c'est comme si vous lisiez avec moi, et j'ai aussi du coup votre énergie et votre principe de lecture avec moi, et ça me renforce pour comprendre des choses. Merci à vous. D'ailleurs, si vous aimez ce type de lecture, pareil, on like, et pensez à vous abonner aussi, parce que j'ai des mouvements d'abonnement un peu étranges. Après, comme je vous dis, peu importe. L'essentiel, c'est que vous aussi, ici, vous profitiez de cette lecture. Alors, on continue. Le magnétisme, qui utilise des forces fluidiques émanées de l'être humain, est une des branches expérimentales de la magie, ainsi que l'a fort bien vu le baron du Potet. Ça aussi, il faudra qu'on lise le baron du Potet, c'est vachement bien. Mais ce n'est pas toute la magie, comme une étude trop superficielle a pu le faire dire, car on chercherait vainement dans cette, entre parenthèses, magie dévoilée, une description quelque peu sérieuse des astres
et de la détermination pratique de leur influence. Oui, parce qu'il y a aussi la chaos magique, les amis. Ça a été découvert au même moment, seulement on en a parlé bien plus tard. Et c'est complètement autre chose. Ça revient beaucoup plus à ce qu'on lit là que au rituel avec le chaudron ou même d'autres pratiques invocatoires. Et c'est vraiment basé... Alors j'ai attaqué un peu la chose, je trouvais ça vraiment pas mal. Mais pour vous en parler, il faudrait que je sois un peu plus dedans. Mais c'est assez intéressant parce que c'est vraiment finalement, ouais, je pense que c'est... Là on est vraiment en exotérisme et on comprend vraiment que le mental finalement c'est votre meilleure magie et c'est la plus puissante. Après il y a des choses qui peuvent être ajoutées avec des outils, mais vous voyez, pour ceux qui pratiquent, de toute façon, pour les mages avancés, on verra de toute façon, on a les magiciens, les mages, que vous avez certainement compris certaines choses, il y a des portes qui se sont ouvertes, et effectivement j'imagine qu'à un moment le mental et l'énergie vitale ont pris la place du chaudron et des queues de rats et de souris. Voilà. On continue. L'hypnotisme forme, ainsi que l'a fort bien montré M. de Rochas, une sorte de transition entre l'état de veille et les états magnétiques désignés par l'expérimentateur précité sous le nom d'état profond d'hypnose. Laissant donc de côté toutes les discussions théoriques, nous allons voir quels sont les différents moyens pratiques qu'on peut mettre en usage pour déterminer l'hypnose chez un être humain. Nous classerons ces pratiques de la façon suivante. Premièrement, détermination de l'état de réceptivité hypnotique du sujet. 2. Hypnotisme du sujet. 3. Détermination des phases et états profonds de l'hypnose. 4. Différents procédés de réveil des sujets. Première leçon. Vous voyez, c'est ça, c'est bien, il va nous donner quelques petites techniques, j'ai l'impression. Ça va être chouette. Autant la toute première partie, elle était un peu ronflante, et encore, il y a eu pire. D'ailleurs, il va falloir que je continue quand même notre chère Elena Blavatsky, parce que même si je rouspète et je critique beaucoup, j'aime beaucoup le courage de cette femme et de cet auteur, surtout à cette époque. Et franchement, à chaque fois j'y suis allée à reculons et à chaque fois j'ai appris des nouvelles choses, donc va falloir que je m'y remette. Franchement, faudra qu'on le fasse. Mais ce qu'il y a, c'est que tant que j'ai Eliphas Lévy, je vous ferai peut-être pas toujours, toutes les semaines la suite, parce que j'aimerais bien intégrer d'autres choses. Mais bon, on va essayer petit à petit, rassurez-vous, c'est le temps qui me manque. Première leçon, état de réceptivité les amis, j'ai hâte. Alors, malgré les affirmations de certaines écoles médicales, on peut dire que tout individu n'est pas susceptible d'être hypnotisé. Oui, parce que je crois qu'il y a les accords. Normalement, c'est tout le monde, mais il y a les accords. Et après, pour des personnes qui ont eu, on va voir ce qu'il va dire, mais pour une fois, je connais très très bien ce sujet, pour certaines choses en tout cas. Là, c'est le cas aussi. C'est que vous avez les accords à donner, donc on va dire de manière subliminale, et verbaux aussi, comme Mesmer, il fait venir, Mesmer d'aujourd'hui ou un hypno d'aujourd'hui, le simple fait d'accepter de monter sur la scène, c'est déjà un désaccord par exemple. Et après, vous avez aussi le fait que quelqu'un qui a vécu des choses dans l'enfance traumatisantes, ou même avant l'expérience, des choses très traumatisantes, l'inconscient est beaucoup plus fermé et se protège, donc on peut pas toujours passer les portes. Alors, malgré les affirmations de certaines écoles médicales, on peut dire que tout individu n'est pas susceptible d'être hypnotisé. La proportion obtenue dans le laboratoire hypnothérapeutique de la Charité est de... Alors c'est 40%. Alors à l'époque, vous savez, le pourcent ça n'existait pas, donc ils mettaient 0/0. 40% pour les hommes et de 60 à 70% pour les femmes. Donc, mais qui sont pas susceptibles ou qui sont susceptibles? On peut dire que tout individu, la proportion obtenue, bon. Certains procédés rapides permettent d'avoir sur l'heure une première idée des influences que pourra exercer l'hypnotisme sur un sujet. Parmi les nombreux procédés employés à cet effet, nous choisirons les suivants. Premièrement, l'attraction en arrière, procédé moutin, pardon. Et ça, je me demande ce que c'est. Est-ce que c'est le fait de se laisser tomber en arrière? Je ne sais pas, on va voir. Deuxièmement,
attraction du petit doigt. Troisièmement, suggestion de l'état de veille. Quatrièmement, influence du point brillant. Cinquièmement, influence du miroir rotatif. Sixièmement, influence du miroir magique. Miroir magique, je vous renvoie à Paul Sédir sur les miroirs magiques, qui ne sont pas juste la divination, qui incluent vraiment les états modifiés de conscience. Super bouquin, je vous encourage, avec vraiment des données, des procédés. Nous allons décrire rapidement chacun de ces procédés. Ah chouette. Allez, c'est parti. Attraction en arrière. Placez le sujet debout, les 2 pieds joints. Posez ensuite les 2 mains à plat sur les omoplates du sujet, vous tenant derrière lui, donc c'est bien la bascule je crois, et retirez doucement les mains au bout de quelques instants. Si vous avez affaire à une personne très sensible, ses épaules suivront le mouvement. Ah non, c'est autre chose. Ça c'est pour détecter si la personne elle est d'accord. Ah ben vous voyez, ça c'est top parce qu'on n'a pas ça partout. C'est pour détecter si la personne est justement peut passer en état d'hypnose ou pas facilement. Si vous avez affaire à une personne très sensible, ses épaules suivront le mouvement de vos mains et elle sera malgré elle attirée en arrière. Monsieur Moutin décrit ce procédé dans son livre sur le nouvel hypnotisme. L'attraction du petit doigt. Demandez au sujet de vous confier sa main droite dégantée. Ah oui, c'est qu'à l'époque ils avaient des gants pour les hautes sociétés, chers amis. Placez alors la main, la paume en bas, et pressez doucement avec votre main gauche les doigts en laissant l'auriculaire libre. Cela fait, attirez à vous par des petites passes horizontales lentes le petit doigt et répétez ces passes jusqu'au moment où il suivra le mouvement d'attraction. Alors attendez, on va relire. Demandez au sujet de vous confier sa main droite dégantée. Enlève ton gant, donne-moi ta main droite. Mais s'il est gaucher, ça se passe comment? Placez alors la main, la paume en bas, et pressez doucement avec votre main gauche les doigts en laissant l'auriculaire libre. Ah oui, c'est comme les mouvements de kinésio. Cela fait, attirez à vous par de petites passes horizontales, lentes, le petit doigt, et répétez ces passes jusqu'au moment où il suivra le mouvement d'attraction. Vous essayerez chez vous, vous me direz. Vous pourrez alors donner la suggestion verbale au sujet que son petit doigt restera éloigné des autres, malgré tout jusqu'au moment où vous voudriez faire cesser le phénomène. Après l'opération, il est indispensable de bien dégager le petit doigt, la main et l'avant-bras au moyen du souffle froid. Alors, après l'opération, il est indispensable de bien dégager le petit doigt, la main et l'avant-bras au moyen du souffle froid. Ça, c'est une autre technique encore. Oui, mais c'est un petit peu aussi comme les deux doigts qui se collent et qui se décollent plus quand vous faites la pyramide avec vos mains. Mais ça, c'est encore une autre technique, c'est intéressant. Suggestion à l'état de veille. La suggestion à l'état de veille s'obtient en regardant fixement le sujet dans les yeux. Vous regardez dans les yeux comme ça. Et en lui commandant d'une voix forte et d'un ton autoritaire de faire telle ou telle chose. Fermez les yeux et ne plus pouvoir les ouvrir. Ne plus pouvoir ouvrir la bouche, etc. Ah oui, immédiatement. Bah ça oui, si vous passez par une rupture de pattern. Les sujets sensibles à ces procédés sont les plus sensitifs. Bah vous, tu m'étonnes. C'est comme, je l'avais expliqué sur une vidéo, c'est un petit peu comme un choc. Hein. Lorsque vous vivez un choc, pendant les premières secondes, vous pouvez introduire une donnée. Donc ça marche beaucoup pour les peurs. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir à certaines circonstances de la vie ou de notre société, où vous émettez un choc, une peur très forte, et vous induisez une idée. Donc pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, quand vous avez induit une peur, c'est quelque chose qui n'a pas été prévu, et là, il y a ce qu'on appelle une rupture de pattern, et vous pouvez insérer une idée. Donc là, le fait justement de regarder la personne dans les yeux et de la surprendre quelque part avec une voix autoritaire et ferme, ça peut créer une rupture de pattern. Mais aujourd'hui, il y en a des plus fortes que ça. Hein. Si elle est un peu... Quand vous avez une personne qui est très consciente, c'est compliqué. Et comme il dit, les sujets sensibles à ces procédés sont les plus sensitifs. Donc la personne, pardon, j'ai donné un coup dans le micro,
La personne qui l'a va réussir à partir, elle pourra partir pour plein de choses facilement. Influence du point brillant et du miroir rotatif. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Si l'on fait fixer au sujet un point brillant, soit fixe, soit en mouvement, et que le sujet ressente au bout de quelques instants des lourdeurs dans les paupières ou éprouve une irrésistible envie de s'endormir, on peut sans crainte aller jusqu'aux phases hypnotiques avec un tel sujet. Oui, il y a des méthodes d'auto-hypnose aussi comme ça. Vous aussi, vous fixez un point sur le mur. Hein, et tout ce qui est autour de vous, ça commence à devenir flou. Voilà, tout simplement. Et après, vous allez concentrer sur un point et vous pouvez aussi même imaginer vous projeter dans le point. Ça fait des bonnes techniques. Vous avez la même chose en ce qui concerne les boules de cristal. Je l'avais expliqué sur les miroirs magiques, je crois. C'est que la boule de cristal, c'est pas du tout ah tiens, on a l'avenir qui s'épanouit dans la boule de cristal. Oh là là, madame, je vois tout votre avenir dans la boule. Pourquoi pas, hein, mais à la base, c'est tout simplement que si un jour vous regardez une boule de cristal ou une boule de verre, vous allez vous rendre compte qu'il y a une torsion qui se produit au niveau du regard et au niveau de vos globes oculaires. Et cette torsion-là, justement, peut entraîner un état modifié de conscience si vous l'activez correctement. Et cet état modifié de conscience va entraîner, si vous le souhaitez et si vous le décidez, et que vous partez dans cet axe-là, un effet de médiumnité pour ceux qui pratiquent ça. Voilà, on n'a pas un cinéma ou une scène de cinéma dans la boule de cristal. Alors ça peut exister, mais a priori le phénomène quand même est traduit comme ça maintenant. Alors, influence, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas toujours, hein, vous pouvez me faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait mettre des commentaires, et par contre, mettez des appuis solides. Voilà. Pas juste des ressentis. Enfin, vous pouvez mettre des ressentis sur d'autres choses. Mais si c'est pour contredire une donnée, donnez des faits tangibles de manière à ce que tout le monde puisse en profiter. Alors, l'influence du miroir magique. Les personnes hypnotisables ou non, qui placées devant un miroir magique, voient des couleurs ou des formes, sont également susceptibles de faire d'excellents sensitifs. Je vous renvoie toujours au miroir magique de Paul Sédir, publié sur ma chaîne. Passionnant. On laissera donc de côté les sujets réfractaires à ces divers procédés et l'on se servira au contraire des autres personnes plus sensibles dans les expériences ultérieures. Tout simplement parce que là, effectivement, il a quand même dépisté qui étaient les sujets les plus sensibles ou non. Mais les autres, avec de la poussée, on peut y arriver aussi. Hein. Même des sujets qui sont vraiment extrêmement fermés, il y a d'autres moyens d'amener à l'hypnose. Mais c'est plus compliqué parce qu'il faut trouver le bon bouton. Alors, deuxième leçon. Ah, déjà là c'était top, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on a eu de la pratique. Et franchement, merci Papus. C'est pour ça que j'étais bien contente de prendre ce livre parce que je l'avais vu, j'avais un peu regardé et j'avais trouvé ça et je me suis dit, tiens, ça va leur plaire. Deuxième leçon. Hypnotisation du sujet. Mais lui à l'époque il disait hypnotisation. Le sujet, une fois reconnu sensible, peut être hypnotisé. Plusieurs moyens peuvent être employés à cet effet, parmi lesquels nous décrirons les suivants. 1. Suggestion simple. 2. Point brillant. 3. Miroir rotatif. 4. Regard. 5. Passe. Suggestion simple. On fixe avec douceur le sujet dans les yeux, et sans le brusquer, on lui commande de fermer les yeux. On lui commande ensuite toujours très doucement de perdre la sensibilité cutanée et on lui affirme à ce moment, toujours sans brusquerie, qu'il sent le sommeil le gagner de plus en plus, ce qui se trouve confirmé en quelques instants avec une nature quelque peu sensible. Point brillant. Ce procédé est plus généralement connu. Il consiste à faire fixer au sujet un point brillant comme un bouton de nickel, la lame d'un bistouri ou une petite glace, etc. Bon, il est médecin, donc on va pas le... Pourquoi pas. Placé au niveau du front et entre les deux yeux. Cette position force le sujet à faire converger son regard en haut et au milieu et détermine l'hypnotisation
l'hypnotisation très rapidement. Le miroir rotatif. L'emploi du miroir rotatif du Dr Lewis est, à notre avis, préférable à tous les autres moyens comme sécurité et rapidité. Nous conseillons surtout le miroir à une seule tête et recouvert de cuivre nickelé. Allez retrouver ça les amis aujourd'hui. Ah, mais vous ne savez pas où en trouver? Attendez, je vais vous donner une solution. Il vous dit: le constructeur est monsieur Robillard, 25 rue Notre-Dame de Nazareth à Paris. Vous voyez, eux aussi font des communications commerciales dans leur livre. On place ce miroir. Bon, je doute, 25 rue Notre-Dame de Nazareth, je doute qu'on puisse encore retrouver monsieur Robillard ou peut-être ses ancêtres, mais alors là, je pense que la probabilité est faible. On place ce miroir à hauteur des yeux du sujet et à environ 0,50 m, donc un demi-mètre. Environ 50 cm d'éloignement, en s'assurant que le scintillement lumineux passe bien dans les yeux. Le sujet est lui-même placé dans un fauteuil, la tête appuyée. Le sommeil se produit généralement au bout de 20 à 30 minutes par ce procédé. Il avait dit que ce serait plus rapide, je sais pas trop. Donc là, oui, ça me fait penser à, vous savez, la montre à gousset, et tu dors. Moi, si vous voulez dormir, vous avez qu'à écouter mes vidéos et ça fonctionne. Alors, regard. L'emploi du regard comme moyen d'hypnotisation est une méthode fatigante, mais d'une grande énergie. C'est pour les personnes qui ont beaucoup de magnétisme aussi et beaucoup de force. Et permet d'obtenir de bons résultats quand tous les autres moyens ont échoué. Voici comment on opère. On fait asseoir le sujet en face de soi, le dos tourné à la lumière. On prend ensuite les deux mains du sujet et l'on saisit à pleine main les pouces du dit sujet. C'est alors qu'on regarde fixement la pupille de l'œil droit du sujet. Le sommeil s'obtient encore plus vite si l'on ajoute à ce procédé l'emploi de la suggestion, forcément. Les fameuses passes. On débute comme pour les procédés du regard ci-dessus, pour la passe, mais les deux pouces du sujet sont réunis dans la main gauche du magnétiseur, qui pendant 5 ou 6 minutes fait des passes intuiles de haut en bas. Sur la tête du sujet, fait des passes intuiles de haut en bas sur la tête du sujet en descendant jusqu'au niveau de l'estomac. Oui, on laisse aller les mains. Le sommeil ainsi obtenu est d'un autre ordre que le sommeil déterminé par les procédés hypnotiques. Nous en reparlerons du reste tout à l'heure à propos des états profonds. 3e leçon. Alors, je suis en train de voir que je suis quand même tout au début du livre. Je m'étais dit, oh ouais, ça va être réglé en 2 heures de vidéo. Donc, je vais devoir, je pense, abréger pas tout de suite. Je vais vous en faire encore un bon bout. Mais c'est sûr, il y aura plusieurs parties, les amis. Donc là, il va falloir quand même, pour m'encourager, vous pouvez le faire tout de suite si vous voulez, mais si vous voulez que je vous fasse la suite, je vais vous faire la même chose que pour Eliphas Lévy au départ. Je vais vous demander de mettre 20 likes. 20 likes, les amis, ça veut dire que vous avez 20 personnes au moins qui suivent. Bon, je sais que il y a mes petits fans que j'adore, mais aussi pour ça, d'ailleurs, je vous remercie beaucoup de ces encouragements. Et après, si vous souhaitez aussi la suite, vraiment, mettez les likes, comme ça, moi, ça me permet de voir ce que je fais en priorité. Voilà. Comme quoi, les likes, ça booste la chaîne, ça booste les vidéos, c'est sûr, mais moi aussi, c'est un témoin pour que je vois à peu près ce qui vous intéresse le plus. 3e leçon, les amis, on revient sur du... C'est pas mal, hein, quand même, on a des choses bien intéressantes, et puis, ce qui est bien, c'est que comme ce sont des lectures anciennes, ce sont des techniques anciennes, bon, aujourd'hui, il y a des choses aussi plus modernes, et puis qui sont très élaborées, mais il y a des choses, vous voyez, qui sont oubliées, qu'on ne connaissait plus, donc ça permet de refaire un point. Après, on aura la magie, mais je pensais qu'il allait commencer par la magie, mais oui, c'est plus logique de parler bien de l'inconscient avant la magie. Mais pensez bien que la magie, on va y venir. 3e leçon. Détermination des phases. Dans la première de ces phases hypnotiques, le sujet a tous les membres flasques. Si on lui tient le bras et qu'on le lâche, le bras retombe sans résistance de la part du sujet
qui est alors endormi profondément et peut être comparé à un être ivre-mort. D'accord. J'aime bien les correspondances. Donc vous prenez le bras, hein, vous le relâchez, vous le tirez un peu, vous le relâchez. Quand ça tombe tout seul, c'est que la personne est partie. Enfin, la plupart du temps. La respiration à ce moment est profonde et régulière, ça aussi. Et puis vous pouvez aussi avoir, c'est la phase de léthargie. Et vous avez aussi peut-être des petits stimuli au niveau des yeux ou ailleurs dans le corps. Si dans cet état vous ouvrez, alors là, il me met grand 2. C'est bizarre. Parce que, oui, on repasse au grand 2. Donc on a fini la partie 3e leçon, a priori. Si dans cet état, vous ouvrez de force les yeux du sujet, ou si vous agissez d'une autre façon sur lui, la seconde phase prend naissance. Les membres roidissent, alors je pense que c'est raidissent, il y a dû y avoir une faute, et gardent les attitudes que vous leur donnerez, quelles que soient ces attitudes. Le sujet a les yeux fixes, retenez bien ceci, et le regard droit devant lui, ou à l'endroit où vous dirigez les yeux. Il ne vous entend pas, aussi fort que vous parliez. Il est complètement fermé au monde extérieur, il est en catalepsie. C'est dans cet état qu'on peut lui mettre la tête sur une chaise et les pieds sur l'autre, le vide existant entre ces 2 points. C'est encore dans cet état que se produisent les extases. Ils sont tout raides, hein. Donc ça, c'est assez spécial. Et je vais vous parler d'un autre état dont je pense qu'il ne va pas parler. Un état que j'ai pu vivre et voir, alors c'est pas moi hein, qui était dans cet état-là, mais très particulier, vous allez voir, ça fait, quand on connaît pas ce type d'état et qu'on le découvre, c'est particulier. Vraiment, faut tenir le coup. Alors, si maintenant vous soufflez sur les yeux du sujet, vous allez voir, je vais vous en parler après. Si maintenant vous soufflez sur les yeux du sujet, ou si vous faites des passes, ou si vous lui frottez légèrement le front, l'état change complètement. Le sujet parle et agit absolument comme une personne éveillée. Il vous cause naturellement, mais n'a pas conscience du milieu ambiant et ne se rend pas compte de l'endroit où il est. Alors, si maintenant vous soufflez sur les yeux du sujet, ou si vous faites des passes, ou si vous lui frottez légèrement le front, l'état change complètement. Le sujet parle et agit, d'accord. C'est-à-dire qu'on le sort de sa catalepsie. Il est alors dans la 3e phase, le somnambulisme lucide. Il présente dans cet état plusieurs particularités caractéristiques qu'il est de toute importance de bien connaître. Tout d'abord, il est suggestible. On peut lui ordonner de voir, de faire telle ou telle chose, non seulement pendant son sommeil, mais encore une fois, qui sera bien éveillé, et cette vision persistera. Cette action sera exécutée non seulement des jours, mais des mois, et même des années, après l'ordre donné. Alors ça dépend, hein. Ça fonctionne pas à tous les coups. Comme dit encore une fois, le problème de l'hypnose, c'est qu'il faut savoir appuyer sur le bon bouton, parce que tous les mêmes boutons sont pas réactifs sur toutes les mêmes personnes. Enfin, sur tout le monde. On est tous différents, donc on agit aussi tous différemment. Au moment où le sujet accomplit sa suggestion, il devient inconscient et obéit à son impulsion sans discuter et, fait très important à noter, il perd subtilement la sensibilité pour la retrouver après l'accomplissement de la suggestion. Le sujet verra donc tout ce qu'on lui commandera de voir, exécutera ce qu'on lui commandera d'exécuter, sauf des exceptions. Là, il met une petite annotation, on y reviendra, sauf des exceptions que nous ne pouvons étudier ici. Là, il met « Je suis convaincu que le libre arbitre du sujet persiste, moi aussi, toujours et peut entrer en action à un moment donné pour combattre une suggestion criminelle. Normalement, oui, mais ça dépend de la faiblesse et du passif aussi de la personne. » À l'état somnambulique, un autre fait prend naissance, c'est la possibilité de changement de personnalité. Oui, mais on a ça aussi sur les médiums. Hein. Vous dites au sujet, tu n'es plus toi, tu es député et tu fais un discours dans la chambre. À la chambre, pardon. Vous voyez alors que le sujet entre subitement dans la peau du personnage que vous venez de lui imposer et prendre toutes les allures du rôle que vous lui faites jouer. Vous pourrez ainsi changer à votre gré plusieurs fois de personnalité. Donc ça c'est
C'est autre chose, c'est qu'on commande, c'est comme quand on demande les numéros de carte bleue, vous savez, une personne, ce genre de choses quand vous êtes sur scène et autres. C'est encore dans cet état que se produit la vision à distance de certains sujets magnétisés. Alors là, quand il dit magnétisé, on parle plus de remote viewing, de vision à distance. C'était leur terme à l'époque. Rien à voir avec le magnétisme en position des mains. Donc pour résumer tout ce que nous avons dit, voici les caractéristiques des 3 états. Léthargie, sommeil profond, catalepsie, yeux fixes, membres froids, membres raides. Alors ils disent bien roide, c'est bizarre. Somnambulisme, suggestibilité, changement de personnalité, vision à distance. Nous avons décrit là les phases principales. Il existe sans doute un grand nombre d'états intermédiaires, je vais vous en parler d'un, et de combinaisons de ces phases entre elles, mais il est inutile d'embrouiller la question. Notons, pour terminer, que d'après les hypnotiseurs, ces phases se succèdent toujours dans l'ordre suivant: réveil, léthargie, catalepsie, somnambulisme, réveil, léthargie, catalepsie, somnambulisme, réveil, etc. Donc, et oui, il y a aussi des techniques d'hypnose où vous faites ouvrir les yeux, fermer les yeux, ouvrir les yeux. Alors c'est ça, je résume, mais c'est plus complexe que ça, mais on a des modes de reprise de conscience, sortie de conscience, reprise de conscience, sortie de conscience. Et ça c'est un peu choquant quand même pour le mental, et la personne ne se sent pas forcément très bien après une séance. Alors, un autre état dont je vais vous parler, qui est absolument incroyable, je ne vais pas trop me dévoiler, comme beaucoup sur la chaîne me connaissent d'avant et actuellement sur d'autres projets, mais tout simplement, je tiens à garder une certaine intimité comme je répondais à certaines personnes, pour plusieurs raisons, et des raisons que je ne veux pas vous dévoiler ici tout simplement, et c'est pas par rapport à vous, rassurez-vous, mais j'aime bien le format de la chaîne tel qu'il est aujourd'hui, ça me convient très bien. Mais j'ai eu l'occasion d'expérimenter, donc pas moi à titre personnel, j'étais juste sur cette séance entre guillemets, parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans le milieu ésotérique sur plusieurs points sensibles, et donc là où vous avez une personne qui est quand même une personne d'une forte personnalité, mais qui reste quand même sensiblement, qui reste très sensible à l'hypnose. Donc une personne qui va partir, mais comme avec un procédé assez costaud. Donc on part quand même sur une léthargie, on va dire très profonde, et ce qui va se passer, c'est que cette personne, au milieu de la séance, elle ouvre les yeux. Donc elle reprend une forme de catalepsie, avec un mouvement de tête très lent. Et je peux vous dire que quand cette personne, justement, c'est une personne qui est partie sur un sujet d'expérimentation, donc là on n'est pas sur une analyse personnelle de la personne, on part sur autre chose. Et quand cette personne justement rentre un petit peu comme un médium avec des données et parle, tout simplement, ça y a aucun souci, la chose était prévue, mais on s'attend pas à ce que la personne ouvre les yeux, parce que la léthargie est très profonde, et surtout ce n'est pas une commande qui a été réalisée. Que cette personne vous regarde et que vous ressentez dans l'autre sens un sentiment d'hypnose, comme le regard droit dans les yeux et justement avec une force magnétique qui fait que vous aussi vous vous sentez étrange et que vous commencez clairement à vous endormir, je peux vous assurer, avec en plus des paroles en face tout à fait exceptionnelles, que malheureusement je pourrais pas dévoiler dans ce cadre, mais en tout cas cette sensation, moi c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas, je savais pas qu'il existait vraiment ce type de réaction, en tout cas ça n'avait pas été documenté sur d'autres choses. On savait que quelqu'un avec une force mentale importante, avec des capacités psychiques importantes, pouvait avoir une forme de maîtrise et une forme des capacités tout à fait dévoilées grâce à l'hypnose et concrétisées. Mais quand vous avez un retour de bâton qui se passe en pleine séance, parce que moi j'appelle ça comme ça, enfin dans le sens positif, hein, donc bien entendu, il y a des possibilités d'intervenir dans ce genre de cas, et avec le sang-froid et avec de l'énergie, de remettre la situation correcte. Il y a des possibilités. Mais c'est quand même très impressionnant, et c'est pour ça que je voulais vous partager ça, parce que c'est une occasion que j'ai vécue et que j'ai trouvé tout à fait incroyable. C'était vraiment un moment dont je me rappellerai toujours. Voilà. Donc c'est possible. Donc l'hypnose, c'est intéressant.
Tout ce que je peux vous conseiller, si vous testez ce genre de choses, c'est de garder toujours votre lucidité, donc la travailler dans les deux sens. Autant vous, si vous pratiquez ce genre de choses envers quelqu'un d'autre, ou si vous êtes vous-même la personne en expérimentation, bien sûr avec des techniques poussées. De toute façon, vous êtes obligé d'avoir des techniques poussées parce que vous pouvez pas agir sans ça, de toute façon. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que l'inconscient, il est protégé de toute façon. Et pareil, on peut pas mettre sous hypnose quelqu'un et lui dire « vas-y, saute dans le vide ». Avant d'y arriver, il faut beaucoup bosser. Beaucoup bosser. Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que la personne, elle doit être sollicitée énormément et c'est pas du tout le but. Donc, il y a des choses qui sont très positives et encore une fois, vous l'avez entendu dans certaines vidéos, je vous ai dit plein de fois, travaillez votre lucidité. Travaillez la discipline sur vous-même et votre lucidité. Pourquoi ? C'est parce que tout simplement, ça vous permettra de conserver les commandes et que même si vous arrivez dans une phase hypnotique ou peu importe, enfin tout ce qui correspond à un état modifié qui vous serait induit soit volontairement ou non volontairement, vous garderez toujours la maîtrise et vous pourrez toujours avoir la situation en main. Voilà, c'était aussi pour ça. Là, il se trouve que dans l'expérience dont je vous ai citée, c'était une personne qui avait énormément de lucidité, qui avait la situation en main aussi. Il y a eu juste quelque chose qui a dérivé, mais par le fait de la personne aussi, et c'était un moment extraordinaire. Ça s'est très très bien passé, hein, c'est pas du tout une mauvaise expérience, mais vous avez des personnes qui ont des états psychiques qui sont extrêmement puissants, et on peut découvrir des choses. Voilà. 4e leçon, le réveil du sujet. Voilà, ça c'est très important. C'est très important pour tout ce qui est, vous savez, c'est les finalités. Je vous en parle souvent. Ça peut être sur les rituels, ça peut être sur les méditations, ça peut être sur des demandes. On a toujours une fermeture. Le réveil, ça va faire partie de cette fermeture. 4e leçon, réveil du sujet. Il ne faut jamais s'exercer à endormir un sujet si l'on n'est pas rompu à la pratique des différents procédés de réveil, bien sûr. Parce que des réveils mal foutus, où vous vous réveillez trop vite et vous avez des maux de tête pendant 2 jours, bonjour la galère. C'est là, en effet, ou alors que vous vous sentez pas dedans. Mais après, il y a toujours moyen de redresser. Hein. En général, je vous dis 2 jours, mais c'est rarement 2 jours, parce que quand il y a des mauvais réveils, on recrée des procédures internes qui permettent de recréer un réveil et ça se répare. C'est là en effet le point le plus sujet aux surprises et celui qui déroute surtout les commençants et les opérateurs qui perdent facilement leur sang-froid. Vous avez vu, il parle de sang-froid. Pareil, lucidité, on garde son sang-froid et on garde la précision et de la maîtrise. C'est très important. C'est très important. De toute façon, on le sait bien, la maîtrise, ça aide. On peut réveiller un sujet par beaucoup de procédés entre lesquels nous décrirons surtout les suivants. Le réveil par simple suggestion ou commandement. Alors ça, c'est un peu rapide. 2. Le réveil par le souffle. 3. Le réveil par les passes. 4. Réveil sans suggestion par le regard. 5. Réveil par la combinaison de quelques-uns de ces divers procédés. Il faut vraiment laisser le temps à l'esprit de revenir dans son corps. Alors attention, je ne suggère pas du tout une sortie astrale ou autre chose. Mais le temps à l'esprit de reprendre la possession de son corps dans le sens où l'esprit va... c'est comme le matin quand vous vous réveillez, hein, vous revenez dans votre corps, vous vous étirez un petit peu, vous ressentez à nouveau vos membres, c'est surtout ça que je veux dire. Réveil au commandement. Le sujet étant en phase somnambulique, on lui ordonne de se réveiller bien dégagé dans 1 minute juste. On peut encore lui ordonner de s'éveiller quand on aura frappé 3 fois dans les mains, ou au moment de toute autre variété de suggestions. Ce procédé doit être employé de préférence en phase somnambulique, mais il réussit aussi très souvent le sujet étant en léthargie, quoique avec moins de rapidité. Moi je pense qu'il vaut mieux faire quelque chose de doux, parce que même les 3 fois dans les mains, bon pourquoi pas, mais il faut quand même le temps de revenir. Réveil par le souffle, surtout si vous avez des catalepsies ou des léthargies fortes. Hein. Réveil par le souffle, en soufflant fortement entre les yeux du sujet. Punaise, on le réveille et on le dégage en même temps. Bon, après, il sait de quoi il parle quand même. Mais, bon, après,
Je pense que si certains m'écoutent, vous êtes déjà de la partie aussi, hein, donc vous avez certainement vos expériences. N'hésitez pas à partager, comme je dis, hein, nous on n'est pas ici sur une chaîne où c'est pyramidal. Tout le monde partage et communique. J'ai joué aux jeux vidéo, vous aussi. On se donne nos astuces et notre porte secrète et voilà, on raconte nos aventures. Réveil par les passes, un des meilleurs procédés, surtout dans des états profonds où il doit toujours être employé. On fait des passes horizontales et répétées avec les 2 mains d'abord au niveau de la poitrine, puis au niveau de la tête du sujet. Le réveil ainsi produit est long à obtenir, mais on est assuré de n'avoir jamais à craindre aucun accident consécutif, le sujet étant parfaitement dégagé. Oui, je comprends maintenant pourquoi ils disent des magnétiseurs, parce qu'ils parlent souvent de passes. Réveil par le regard, employé quand le sujet, pour une cause ou une autre, résiste à la suggestion. Dans ce cas, on regarde fixement le sujet entre les 2 yeux, à hauteur du milieu du front, et l'on voit le réveil se produire bientôt, absolument complet et sans que l'on ait prononcé une seule parole. L'intention magnétique. Réveil combiné. Les meilleurs résultats sont obtenus en réveillant un sujet par les procédés suivants. Résultat de la combinaison de la plupart des autres procédés. Premièrement, en phase somnambulique, on ne donne la suggestion que quand on soufflera entre les 2 yeux. Le réveil complet se produira aussitôt. Deuxièmement, cela fait, on pratique le souffle à l'endroit indiqué, dégageant en même temps rapidement le front au moyen des passes. Troisièmement, on termine en soufflant une dernière fois quand le sujet est bien réveillé. Lorsqu'on a affaire à un cas difficile comme celui d'un sujet en léthargie profonde et qui refuse d'obéir à la suggestion, on cherchera d'abord à obtenir une phase quelconque de l'hypnotisme, soit la catalepsie, soit le somnambulisme, et l'on donnera la suggestion à terme 1 demi-heure ou 1 heure précédée de souffle et de passe. Occupons-nous alors. Oui, non, ça c'est autre chose. Oui, j'ai une personne, j'en avais déjà parlé une fois, une personne en hypnose qui était quelqu'un de très connu, très poussé, qui disait toujours ah oui, c'est vrai que les gens ne se réveillent pas avec l'hypnose. Oui, j'en ai quelques-uns qui sont bloqués depuis 1 semaine dans le cabinet. Donc là, on parle vraiment d'hypnose de base en technique, hein, on va pas aller sur des sujets autres. L'hypnose, c'est un milieu quand même qui est très grand. Vous avez l'hypnose thérapeutique, vous avez l'hypnose avec de la recherche. On en a beaucoup là sur internet avec des techniques où ils s'endorment avec des décomptes de 10 à 1. Vous avez de l'hypnose avec des canaux. Bon, ça, je jamais compris l'intérêt. Dans le sens où l'avantage de l'hypnose ici, c'est d'avoir un processus sur son inconscient. Donc je veux bien qu'on parle d'énergétique, je veux bien qu'on parle de communication quantique entre un canal qui fait l'hypnose pour vous et puis vous. Mais pour moi, tant que vous vivez pas les choses vous-même, je vois pas, l'intégration pour moi elle est moins bien faite. Donc je comprends pas toujours. Et puis ces gens qui arrivent à descendre super facilement d'un décompte de 10 à 1. Pourquoi je dis pas que c'est impossible, attention, hein, mais ça m'a toujours un petit peu... Enfin voilà. Chacun ses idées, hein, et si ça se trouve, il y en a qui m'écoutent là et qui sont de la partie aussi et qui connaissent ces techniques-là. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, avec certaines techniques, il y a la PNL, hein, on est en dehors de l'hypnose, qui fonctionne très très bien. Mais c'est encore différent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est loin maintenant dans ce qui s'appelle hypnotiseur d'état modifié de conscience très poussé. Voilà, je regrette juste ça. Alors, on continue. Après là, voilà, les réveils, vous avez vu, les réveils c'est important. Ensuite, 4e paragraphe. Des faits produits pendant les états hypnotiques. Ouh, ça c'est cool, on va aller voir des petites choses. Ah, attendez, vous allez voir, je vois des choses. Oh là là, la magie commence à rentrer les amis. J'ai vu le mot pentagramme quelque part dans la page. Alors, on va voir. Occupons-nous tout d'abord des faits intéressants, le magicien. Ah, et qui peuvent être produits sur les sujets à l'état simplement hypnotique. Les plus intéressants de ces faits sont les suivants. Action des aimants,
Le pôle N de l'aimant émane des lueurs bleues très agréables et fortifiantes pour le sujet à l'état somnambulique. Alors, il met une petite annotation, il met Luis, annales de psychiatrie, A de Rochas, l'extériorisation de la sensibilité. Le pôle S émane des lueurs rouges et désagréables pour le sujet. Le pôle N attire le sujet et le pôle S le repousse. Action des couronnes aimantées. La couronne aimantée, placée sur la tête d'un malade et reportée sur la tête du sujet de l'état de léthargie, opère le transfert de la maladie. Ça, vous savez, j'avais fait je crois que c'est la couronne magique, je crois que c'était ça. C'était un article, je ne sais plus qui l'avait fait, si c'est pas Ernest Bosque, un article qu'on avait publié un vendredi. Et c'était très 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 sympa, enfin, ça parlait de ça, j'en ai eu des mieux quand même, parce que ce sujet était particulier et j'aurais voulu qu'il s'étale un peu plus, mais bon, sur un article de journal, il n'y a pas grand chose, mais apparemment c'est une recherche qu'ils ont retrouvée, et pourquoi pas, à voir, mais en tout cas sachez qu'il existe des études sérieuses là-dessus. Donc là, il met toujours une petite annotation, il met lui c'est en cause, donc en cause c'est lui, du transfert au moyen des couronnes aimantées, communication à la société de biologie, docteur en cause, traitement externe et psychique des maladies nerveuses. Donc à voir, pour ceux que ça intéresse. Action des métaux. Les métaux ont une action caractéristique et particulière à chaque métal sur les sujets hypnotisés. L'or brûle, le cuivre peut réveiller un sujet à l'état somnambulique, le plomb étouffe. Ces expériences viennent confirmer des recherches du docteur Burke sur la métallothérapie. Petite annotation également. Pour la métallothérapie, voir les ouvrages du docteur Burke et l'étude de Jolivet Castelot dans l'initiation. Jolivet Castelot, ça aussi, il faut qu'on le fasse. Oh, il y en a tellement à lire. Enfin, en même temps, je vous dirais, dans la collection... Là, j'ai accès, j'ai regardé, j'ai quasiment j'ai accès à 2800 ouvrages. Ça commence à faire pas mal. Donc, alors, sur la suite. Action du pentagramme. Ah, ça, on va voir. Le pentagramme droit agit sur les sujets à l'état somnambulique. Alors, droit, hein, ça veut dire que c'est pas à l'envers, les amis, hein. Le pentagramme droit agit sur les sujets à l'état somnambulique comme le pôle N de l'aimant, et renversé, le pentagramme agit comme le pôle S. Ah ben alors ça, cette expérience qui nous est, alors c'est lui qui l'a fait, qui nous est personnelle, donc vous voyez c'est lui qui l'a fait, a été contrôlée et affirmée en Belgique dans notre branche Cumris et à Paris par Monsieur de Constantin, le magnétiseur bien connu. Ok. Du transfert des maladies. Le sujet étant à l'état léthargique, on fait prendre les mains par un malade quelconque, on promène un aimant, pôle N, entre le malade et le sujet. Puis on fait passer le sujet à l'état somnambulique. On interroge alors le sujet, qui prétend être la personnalité du malade et décrit tous les symptômes éprouvés. Ça c'est quand même dingue. On enlève ensuite par suggestion la maladie, ainsi transférée au sujet, et l'on réveille le sujet. Les maladies nerveuses de tout genre sont rapidement améliorées par ce traitement. Voir donc docteur en cause, traitement externe et psychique des maladies nerveuses, toujours. C'était une de ses spécialités. On peut également, donc docteur en cause, c'est lui, c'est pas plus ça. On peut également opérer le transfert d'une contracture d'un côté du corps à l'autre côté sur un malade hystérique, à l'état de veille, et cela en promenant un aimant d'un côté à l'autre. Voir Babinski, les transferts. Oui, bon, alors, faudra qu'on m'explique à quoi ça sert de balancer un mal d'un côté à l'autre. Bon. Mais pourquoi pas? Non, après, c'est des recherches, donc ça veut dire des choses. Si déjà ils expérimentent ça, c'est déjà très bien. Alors, là, pour l'instant, les amis, on a quand même fait qu'une petite partie du livre. Et on arrive à la première partie, chapitre 2. On était au chapitre 1. Je vais devoir m'arrêter là parce que sinon on va en avoir pour 10 heures de lecture. Et pour vous dire, sur ce livre, j'ai 400 pages, on en est à la 43e. Donc on va arrêter pour ici.
J'espère en tout cas que ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et surtout pour avoir la suite. Et mettez-moi, si j'ai 20 likes, je vous fais la suite les amis. Donc on va un peu switcher avec Eliphas Lévy ou je pense qu'on va plutôt switcher avec Corpus Hermeticum parce que c'est des petits textes donc je vais pouvoir arriver à les mettre autrement. Mais voilà, je vous tenais à vous faire quelque chose de différent. Donc pour cette partie, je vais mettre un intitulé spécifique qui va parler surtout de l'hypnose parce que la magie va arriver bien plus tard. Pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, la première partie, chapitre 2, ce sera magie et suggestion, avec enseignement de la magie au sujet des états superficiels de la suggestion. Voilà, après on a d'autres choses. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans la magie. Mais là, il y avait besoin d'avoir cette partie hypnose, mais j'espère quand même que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, et que vous allez pouvoir découvrir des petites choses avec votre entourage et sur vous-même. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute.